Et me revoilà. Me revoilà avec le t-shirt du jour. On en parlera avec Anthony. T-shirt du jour, c'est Les Dents de la Mer. Film mythique, hein, des années 80. Alors, j'ai eu Anthony au téléphone. Bon, on s'est raté. Voilà, ça arrive. Et puis, le voilà qui s'affiche. Je vous demande d'accueillir le French Adventurer, l'Indiana Jones français, Anthony Verlaine. Salut Gilles. Salut Anthony. On a dit que tu étais parti à l'aventure, que tu avais en fait, on a eu, À l'aventure sur mon canapé. voilà, parce que là tu es à Paris en fait. Là, je suis à Paris. Regarde, il fait moche, il fait gris. Oh, Je suis non, à non, Paris. non, il y a le ciel bleu, il y a un coin de ciel bleu. Tu exagères, mon ami. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour t'exprimer auprès de ceux qui me suivent. Alors, je vais Merci. faire une présentation assez rapide. J'ai écrit un petit texte sur toi hier. Donc, je D'accord. vais, voilà, ça va me servir d'introduction. Et après, mon ami, je vais te laisser la parole parce que tu as beaucoup de choses à nous dire, beaucoup de choses intéressantes en plus. Donc, je pense que l'heure va passer extrêmement vite. On essaiera de répondre quand même à quelques questions. Je vais surveiller les questions qui seront posées sur le chat. Donc, Anthony Verlaine, tu as 34 ans. C'est ça. Tu es aventurier professionnel. Ça te convient comme étiquette? Tu n'aimes pas trop les bois, tu es un peu comme moi. Mais aventurier Ouais. professionnel? Je préfère le terme aventurier que influenceur. Donc, Ah, aventurier, c'est très bien. on va en parler, on va en parler. Après, ne me dévoile pas ce que je vais dire quand même. Donc, tu produis du contenu vidéo sous forme de documentaire. On a vu un extrait de ton clip magnifique qu'on peut voir sur ton site. Donc, de clips de reportage grâce à tes compétences, notamment de pilote de drone professionnel. Le pilotage de drone, je suppose que c'est une passion. Tu as été formé pour ça? Alors oui, tu fais une formation qui est d'ailleurs assez compliquée en France. C'est un petit peu comme le permis, hein. Il faut passer un code, ensuite il faut passer des épreuves. Et voilà, donc ça dure plusieurs semaines, c'est assez compliqué. Mais effectivement, c'est une passion parce qu'en fait, le drone permet de voir des nouveaux horizons. Il y a des endroits où j'étais allé où en photo, ça rendait pas excessivement beau. Et en fait, en prenant de l'altitude, incroyable. Vraiment Ben, incroyable. c'est ce qu'on voit apparaître de plus en plus grâce à cette technologie des drones, grâce à des caméras aussi comme les GoPro qui ont cette tendance en fait de faire des ultra grands angles. On pourra peut-être développer ça tout à l'heure. Mais tu es aussi ce qu'on appelle sur les réseaux sociaux un influenceur. Voilà. Ta Ouais. spécialité, ce sont les voyages. Tu sévis sous le nom de French Adventurer avec un blog et aussi un compte Instagram. Tu as une belle communauté aujourd'hui de 60 000 followers. Alors, toi et moi, on se connaît depuis peu. Donc, tu fais partie de mes lecteurs. Tu m'as écrit, on a échangé, voilà. Donc, et tu m'as donné envie de m'intéresser à toi, à ton chemin de vie, à tes activités. Et là, donc, on s'est parlé récemment en visio pour programmer donc ce live. Et tu te souviens, la première chose que je t'ai dite, c'est à toi, tu es un sacré bon client. Ouais, je me rappelle. Parce que, ouais, ouais. Alors, je vais expliquer pourquoi. Car avant de vivre ta vie d'aventurier professionnel, d'aventurier, tu travaillais dans le monde de la diplomatie et de la C'est ça. politique internationale. Tu es diplômé donc en sciences politiques, en Mhm. géopolitique, en diplomatie. Tu t'es spécialisé sur les questions environnementales, donc protection de l'environnement et aussi de la cause animale, notamment dans le domaine de la protection de la ressource en eau également. D'ailleurs, tu as Ouais. écrit une thèse à ce sujet lorsque tu étudiais dans le Nevada, à l'Université du Nevada aux États-Unis. Donc, tu as écrit un livre géopolitique de l'eau dans la région de Las Vegas. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le sous-titre, en fait. C'est les ressources en eau dans le sud-ouest des États-Unis, facteurs de coopération, outils de développement ou enjeux de conflit. Donc, on va parler peut-être de l'importance de l'eau, parce qu'apparemment, donc, tu es un des spécialistes dans ce domaine-là. Donc, ton livre a eu quand même beaucoup de succès, notamment dans le combat de titans contre les politiques, donc les hommes politiques, et qui voulaient assécher les vallées amérindiennes. Tu as travaillé à l'Assemblée nationale, donc en France, auprès de nos élus, à l'ambassade de France en Namibie, pardon. Namibie, c'est un pays en Afrique. Ça se situe où exactement, la Namibie? Alors, c'est le premier pays.
au nord de l'Afrique du Sud. Ok. Donc assez peu Voilà. connu quand même la Namibie et tu as intervenu aussi à l'ONU. Et c'est là en fait où tu as mesuré, où tu as touché du doigt l'importance et le pouvoir dans ce qu'on appelle les lobbies. Et ça, c'est un point que je voudrais aussi développer avec toi. Alors, ce qui me plaît dans ton parcours, c'est quand même un changement de vie hallucinant qui a eu lieu, parce que maintenant, donc, tu as quitté ce monde de la diplomatie, de la politique pour aller donc sur vivre ta vie d'aventurier. Tu as eu un changement de vie et tu le définis très bien, tu t'en souviens très bien. C'est ce que je décris un petit peu dans le tome 2 de Hit. C'est ce jour où le temps s'arrête, où tu prends conscience de certaines choses, où ton monde, en fait, va complètement changer. C'est le 1er décembre 2012. Tu peux nous expliquer comment est arrivé ce moment? Tu parles du déclic, comment le déclic est Le arrivé? déclic, ouais. Le déclic. Donc, euh, effectivement, j'étais gravement blessé à l'étranger. Et alors attends, je vais juste enlever ma guitare parce que j'entends un écho. Hop, Tu es musicien aussi, tu joues de la guitare? hop là. Excusez-moi. Hop là. Voilà, c'est mieux comme ça. Tu es musicien aussi, tu joues de la guitare? J'aurais pas cette prétention de dire que je suis musicien en plus. Ah, attends, j'ai inversé Mais en tu, plus mais face à toi, mais j'essaye un petit peu. ouais, mais tu J'essaye un prends petit tout. En peu, fait, tu as mais un contact avec un instrument physique en tout cas. c'est ça. Mais justement, à cause de mon accident, c'est un peu compliqué parce que j'ai le bras gauche qui est paralysé à 70%. Donc, c'est un petit peu difficile de jouer avec les cordes. Je comprends. Mais j'essaie du moins. Revenons Euh, sur ce fameux jour du 1er décembre 2012. voilà, donc je suis gravement blessé à l'étranger. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Je suis hospitalisé pendant très longtemps. Et pendant 2 ans presque, un an, ouais, on va dire presque 2 ans, j'ai rien d'autre à faire que faire cette rééducation où concrètement je me fais chier. Je suis là, je réapprends à utiliser mon bras, je réapprends à utiliser plein de choses et donc du coup, pour tuer le temps, je lis beaucoup. Je lis beaucoup, je regarde beaucoup de documentaires. Ça, c'est depuis que je suis gamin et euh, et j'ai rien d'autre à faire en fait. Et donc je lis beaucoup de livres sur le développement personnel, je lis beaucoup de livres sur les grands explorateurs de l'histoire, je lis beaucoup de livres sur les voyages, sur la nourriture, sur plein de choses. Et c'est là où euh, j'ai le déclic de me dire, ok, la vie que j'avais auparavant, ça me correspond pas, c'est pas ce que je veux. Euh, dans la vie, on travaille, enfin, on fait des études. On fait des études jusqu'à allez, 18 ans, on passe le bac. Ensuite, on fait des études jusqu'à 23 ans. On a quelques mois où on cherche un travail, on a un travail, et après, jusqu'à la retraite, on travaille. Et au final, on n'a pas vraiment de période comme ça où on n'a rien à faire. Rien à faire d'autre que de penser et de réfléchir à ce qu'on veut faire. Donc moi, mon accident, c'est... Sauf les week-ends ou les vacances que tu décris très bien dans Oui, ton mais... clip. Et aussi une phrase, je vais juste te couper pour pouvoir que tu te relancer là-dessus. Tu Ouais, écris, pour un homme, l'espérance de vie en bonne santé est de 62 ans, 4, 4 mois. c'est ça. Donc, et l'âge de la retraite est à 62 ans pour le moment. Tu as 4 mois pour en Bon. profiter. Donc, c'est quand C'est même ça. une phrase C'est assez. que moi, dans mon métier avant, je travaillais, je comptais pas mes heures, je rentrais le soir. Le soir, je mangeais le plus rapidement possible et j'allais dormir. Et le lendemain, je retravaillais. Et le week-end, bah, je dormais. Samedi matin, je dormais parce que j'étais épuisé, ou même le dimanche matin. Et en fait, comme on n'a que un jour et demi à peu près par semaine où on peut en profiter, eh ben, tu en profites à fond. Et le soir, tu sors, tu fais la fête, et le lendemain, tu dors. Et en fait, toute ta semaine, tu en profites juste sur quelques heures le week-end. Et dans l'année, en fait, j'ai l'impression d'attendre tout le temps. Toute la semaine, tu attendais le week-end pour profiter. Ensuite, toute l'année, tu attendais les 3 semaines de congé que tu avais pour profiter. Et en fait, toute ta vie, j'ai l'impression que tu attends. Et tu attendais la retraite toute ta vie. Et ça, c'est quelque chose qui me correspondait pas parce que voilà, comme je te le dis, l'espérance de vie moyenne en France en bonne santé, c'est 62 ans et 4 mois. Et l'âge de la retraite, actuellement, même s'il y a 2 jours, lors de la conférence, Emmanuel Macron a voulu reporter encore un peu, c'est Oui. 62 ans. Donc en gros, ça te fait 4 mois pour vivre ta vie, pour voyager, pour faire tout ce que tu as espéré dans ta vie en bonne santé. Oui, mais le travail fait partie aussi, moi je pense, hein, travail peut faire partie d'une émancipation aussi, tu vois, Ouais. du moment où tu aimes ce que tu fais, ou du moment où tu peux t'émanciper dans ton travail. Excuse-moi, mais de te demander ça, mais quand même, tu avais
tu étais dans un petit cocon doré quand même, parce que la diplomatie, tu vois, l'Assemblée nationale, les dorures, enfin, c'est un monde quand même assez privilégié. Et notamment, je pense que c'est un monde où tu peux prendre certaines décisions par rapport aux causes que tu défends. Qu'est-ce qui te convenait pas dans cette vie que tu avais avant, dans ce milieu-là? Alors, justement, c'est ça qui est paradoxal, c'est que tu as l'impression de pouvoir agir. Tu as l'impression tu côtoies au quotidien des ministres, des présidents, des députés, notamment quand j'étais en Namibie. Euh, mais en fait, c'est faux. C'est faux. Tu ne peux pas agir comme ça. C'est-à-dire que je vais reprendre un exemple. Je ne sais pas si on en a déjà parlé ou pas, mais je me rappelle dans le nord de la Zambie où j'étais intervenu, il y avait eu des inondations catastrophiques qui avaient fait plusieurs centaines de milliers de morts sur l'Angola, la Zambie et le nord du Botswana. Euh, Moi, j'avais essayé de débloquer pendant 6 jours non-stop, en ne dormant pas, une aide humanitaire pour aller aider ces personnes. Au bout de 6 jours non-stop à négocier, à dialoguer, j'avais obtenu 25 000 euros. 25 000 euros pour aider plusieurs millions de personnes. Ce qui est ridicule, ce C'est qui est pas déjà beaucoup. bien, mais Ouais. voilà, ce qui est ridicule. Ça, c'était 6-7 jours de négociation non-stop. Quelques semaines après, la Namibie, la seule raison pour laquelle la France est en Namibie, c'est que c'est le deuxième exportateur au monde, deuxième producteur au monde d'uranium. Ok. Donc l'uranium, Ah, ok. voilà, voilà, Areva, le nucléaire. Ouais. Euh, et je me rappelle que on avait signé un pays. Donc toute l'année, je me battais pour essayer de défendre des zones, des parcs protégés, voilà. Areva est arrivé un après-midi. Et ça s'est fait, je me rappelle, en 1h25. On a signé un contrat de plusieurs milliards de dollars namibiens, enfin, c'est aussi plusieurs milliards d'euros du coup, en 1h25 pour exploiter un tiers du pays, donc le sud-ouest du pays, au sud de l'Uderitz, Ouais. euh, pour en faire une immense mine à ciel ouvert d'uranium. Ok. Ça a pris 1h25. Par Pour contre, acheter, tout, pour acheter un tiers du pays. c'est ça, pour pouvoir exploiter une zone qui faisait à peu Oui, près un pour tiers du exploiter, pays. ouais. C'est peut-être bien. Alors, je me fais l'avocat du diable, hein, excuse-moi, mais bon, c'est peut-être Ouais. bien pour la Namibie parce que ça fait des rentrées quand même d'argent, ça peut aider comme ça la collectivité, non? Oui, oui, on peut voir ça comme ça, mais c'est Est-ce qu'il y aussi a, un est-ce qu'il y tiers a du pays. est-ce que tu penses qu'il y a de la corruption dans ce pays également? Alors, probablement moins que dans beaucoup de pays d'Afrique. Pour moi, la Namibie, avec le Ghana et le Rwanda, sont les pays les plus démocratiques, hein, Ok, si je puis dire, ok, d'Afrique. Mais ça reste quand même un problème très important. C'est aussi ok. quelque chose voilà, qui était très frustrant dans mon métier, c'est que moi, j'essayais d'intervenir, donc j'intervenais un peu partout en Afrique pour essayer de protéger des zones, pour essayer de faire avancer les droits de l'homme, pour essayer de voilà, faire plein de choses. Et au final, l'argent, la corruption, les lobbies avaient toujours le dessus sur nos Ouais, belles promesses, quoi. c'est ce qui t'a découragé alors dans ce monde-là, parce que c'est un monde qui te plaisait, je pense, parce que tu parais épanoui avec ta belle cravate et ton petit costume avec je crois que c'était un ministre ou un président avec une chemise à fleurs. Enfin, tu paraissais comme un poisson dans l'eau, quoi. C'était pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé de pouvoir défendre ce continent. Déjà, je suis profondément amoureux de l'Afrique, euh, de pouvoir essayer de faire passer des belles valeurs, de pouvoir, enfin, tout ce qu'on nous apprend en fait. La France, pays des droits de l'homme, la France avec ses valeurs. Sauf qu'en fait, quand tu creuses un peu derrière, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Euh, Par exemple, je vais donner l'exemple. Un jour, j'ai dû rencontrer Robert Mugabe. Je sais pas si ça te parle. Non. C'était le président du Zimbabwe Ok. qui se surnomme lui-même Black Hitler. C'est C'est le plus grand original. taré. Faut oser, C'est ouais. l'un des plus grands tarés du XXe siècle, hein, Ah complètement ouais. fou. Ok. Et bah là, il était destitué après 40 ans. Hein, il y a quelques mois, il a été destitué. Et donc moi, j'étais obligé de le rencontrer. Et comme on est des diplomates, on était là et on devait lui serrer la main et faire des grands sourires, Votre Excellence. Alors concrètement, j'avais envie de prendre une machette et de lui arracher la tête. Ok. Et donc ça, c'est des choses qui Ça, au c'est fond pas de moi, diplomate. C'est pas diplomate. La non, ça machette, c'est pas diplomate. c'est moyennement cool ça. Et ça, c'est des choses qui en fait faisaient que je me réveillais la nuit et et que je me dégoûtais un peu, enfin même complètement. C'est-à-dire que voilà, aller serrer la main alors que je sais qu'ils vont.
qui vont faire une mine d'uranium qui va détruire un tiers du pays. Et nous, on devait être là pour défendre les intérêts de la France. Et Ouais. ça, c'est des choses voilà, qui, effectivement, sur cette courte période, m'ont vraiment dégoûté et me faisaient sentir une personne que je n'étais pas, en fait. Voilà. Ouais, c'est tout à fait compréhensible. Donc, tu as fait cet accident, t'a permis aussi d'arrêter le temps et de commencer déjà peut-être à réfléchir. C'est ça. Et Le comment temps, t'es c'est venu alors? Oui, le temps, c'est quelque chose, je pense, maintenant, je le sais, j'en suis persuadé, c'est la chose la plus importante qu'on ait. Aujourd'hui, dans notre société, on va dans une société qui va vite, très très vite. Et bah, d'ailleurs, ça, tu en parles très bien dans ton livre. Vite pour la consommation de nourriture, vite pour la santé, vite pour tout, tout le temps. On n'a pas le temps. Moi, euh, je rentrais, je gagnais bien ma vie, je rentrais, je dépensais l'argent que j'avais le week-end parce que c'était le seul moment où je pouvais le dépenser et qu'il fallait utiliser ce temps pour vivre, entre parenthèses. Maintenant, c'est tout l'inverse. Je prends mon temps, je fais ce que j'aime et je veux pas avoir de regrets plus tard. Donc c'est vraiment ce déclic, ça a été vraiment ce changement de paradigme par rapport à ouais. la notion de temps. Comment tu as enclenché en fait ce changement alors dans ton activité professionnelle? Tu as fait ça brutalement ou petit à petit? Comment tu en es arrivé là aujourd'hui? Complètement brutalement. C'est-à-dire que, un petit peu comme dans le film Into the Wild, je sais pas si tu oui, je pense que tu as dû le voir, du jour au lendemain, Tu as pris ton sac à cravate, je me dos? rappelle, c'est ça, sac à dos, machette et hamac, les seules trois choses que j'avais pris. Et je me rappelle avoir brûlé ma cravate préférée que je portais à l'Assemblée nationale. Belle cravate, Giorgio Armani, qui coûtait 120 euros. Je me rappelle l'avoir pris avec moi et l'avoir brûlé dans le feu. Bon, c'est pas très écolo, mais l'avoir brûlé dans le feu C'est pour symbolique. voilà, symboliquement marquer le coup. Et du coup, ben, j'ai commencé à marcher. Je suis parti d'Afrique du Sud, à Cape Town, et j'ai commencé à marcher. La première expédition, c'était à travers toute l'Afrique. Et c'était dingue. C'était absolument dingue. Et du coup, bah ça fait maintenant ça fait près de 6 ans que je fais ça tout le temps. Je marche, je découvre des pays, je fais des expéditions. Alors le but c'est pas d'aller dans les hôtels 5 étoiles, des choses comme ça. C'est quand même il y a quand même un but sportif, un but de dépassement de soi, de survie. Alors j'aime bien la survie, j'aime pas forcément ce terme, mais d'essayer de survivre par soi-même, Mhm. de cueillir, voilà. Oui, tu as un côté quand même qui est très nature, en fait, très prégnant. Tu es en dehors des sentiers battus. Voilà, t'es pas une agence de voyage, quoi. C'est assez clair. Non. On pourra le voir Mhm. par rapport aux destinations. Mais lorsque donc tu t'es lancé, je pense que tu avais donc quelques économies. Je pense tu étais dans cette mentalité. Je fais quand même un peu d'économie, avoir une Porsche pour la soif, on ne sait jamais. Donc, tu avais une petite réserve quand même pour. Alors, oui, j'avais une petite réserve, mais là, il y a un point que j'ai oublié de spécifier, c'est que je m'ennuyais, je lisais beaucoup de livres, et en fait, il y a un projet que j'avais en tête depuis très longtemps. C'était aussi de créer une marque de vêtements, puisque le deuxième pollueur du monde, c'est après le pétrole, c'est l'économie de l'habillement, les vêtements. De la Donc mode, du ouais. coup, j'avais cette idée en tête de lutter contre la fast fashion en créant une marque de vêtements qui n'utilisait que des produits soit bio, du coton bio, du bambou, ou soit des produits issus du recyclage. Donc, c'est-à-dire, j'avais lancé toute une collection en denim, en jean, à partir de bouteilles en plastique recyclées de l'océan. Voilà, la marque s'appelait Verlaine et Rimbaud, et c'est cette marque qui m'a permis pendant quelques années de pouvoir financer mes expéditions. Enfin, assez populaire Verlaine et Rainbow aujourd'hui. C'est Alors, ça a bien fonctionné. Je l'ai revendu en 2017, c'est pour être tout toi à donc fait qui étais à honnête. l'origine de ça. En fait, en quittant en fait Tout, ton emploi comme ça de diplomate, tout ça, boum, c'est ça. tu crées la ligne, tu trouves, je Lancer pense, les personnes, les bonnes personnes, parce que je pense que tu es d'accord aussi avec ça. Lorsqu'on est sur le bon chemin, les choses se font assez facilement, en fait. Tout, c'est vrai. voilà. Rien Rien n'arrive n'arrive par par hasard. hasard. Quand tu es sur le bon chemin, tout se met en place pour que ça fonctionne. Et souvent, on se dit, oui, mais comment on va faire financer ça, etc. Et j'aime les personnes comme toi qui prennent le risque et qui réfléchissent pas forcément, qui se lancent, et puis on verra ce qui va arriver, quoi. C'est ça, Et parce que donc, alors concrètement, la marque, ça s'est lancé dans ma cuisine avec une machine à coudre, une épingle, mon bras tout bon, cassé, et je faisais tout moi-même, tout moi-même, le brodage, l'impression, les colis, tout, quoi. Et avec puis le ça s'est côté développé. quand même, le côté, voilà, la conscience par rapport à la fabrication et le.
C'est, en tout cas, écoute, bravo pour cette réussite. Et donc, petit à petit, tu as commencé en fait à poster quoi, tes photos de voyage. Tu faisais profiter ceux qui te suivaient sur Alors, un blog. Tu as. alors en fait, moi, ça va paraître hyper paradoxal ce que je vais dire. Je déteste, enfin, je déteste. Je n'aime pas beaucoup les réseaux sociaux. Voilà, c'est quelque chose qui, qui me perturbe un peu. Mais donc moi, je voyageais et je postais sur Facebook pour mes amis. Donc, regardez, voilà, salut, je suis là, je suis encore vivant, tout va bien. Et en 2015, donc tu vois, il n'y a pas si longtemps que ça, puisque Instagram date de 2010, hein, me semble-t-il, j'ai un ami qui m'appelle et qui me dit, Anthony, je viens de voir un reportage sur M6 sur ce qu'on appelle les influenceurs voyage, euh, des personnes qui postent des photos d'eux en train de voyager et ensuite qui sont rémunérés, qui ont des partenaires pour pouvoir continuer à voyager. Financer les Il me voyages dit, en montrant certaines choses, en faisant en fait, voilà, juste de la. c'est ça. Et il me dit, tu devrais créer un compte Instagram. Et moi, je lui dis, bon, écoute, je perds suffisamment de temps sur Facebook déjà, je suis pas hyper chaud. Et donc, quelques semaines après, je me retrouve bloqué dans un, comment on appelle ça en français? Dans une tempête en Indonésie où j'ai rien d'autre à faire, en fait, que je suis dans l'hôtel, il pleut tout le temps, donc il n'y a rien d'autre à faire. Et du coup, là, je crée mon compte Instagram et je commence à poster des photos de mes différents voyages que j'ai pu faire. Et alors je sais pas trop pourquoi, mais ça commence à bien fonctionner. Je commence à avoir 1000 personnes, 2000 personnes, à avoir des gens qui me suivent. Et alors c'était peut-être parce que je postais des photos un peu différentes. Je postais pas des photos de Ibiza Tu New York. photographiais aussi avec tes drones. Tu avais déjà emporté avec toi les Non, drones. pas à Ouais, cette non. époque. Pas à cette Ouais, époque. c'était pas Vraiment, possible. j'avais un appareil lambda, Ok. voilà. Mais je postais des photos, voilà, du Sud-Soudan, du Sierra Leone, des dragons de Komodo, des choses un peu différentes, quoi. Ouais. Et donc j'ai commencé à avoir une communauté qui me suivait petit à petit. Et puis un jour, on me propose, je me rappellerai, c'était la première chose qu'on m'a proposé. On m'a dit, je t'offre une montre si tu me fais une photo de ma montre. Bon, bah ouais, cool, d'accord. Moi, je veux bien faire une photo de ta montre. Donne-moi une montre, elle est jolie. Ok, c'est cool. Et puis quelques semaines après, on me propose 3 nuits dans un hôtel gratuit si je fais des photos de l'hôtel. Bah ok, vamos. Moi, je suis Ouais, d'accord. ouais, Pourquoi tu n'as pas? pas forcément de l'argent, donc tu profites Bah ouais, ces choses-là sont arrivées comme ça, je pense, ça a fait boule de c'est neige. ça. Et est-ce que tu Ouais. choisis quand même, par rapport à, quand même, tu es très conscientisé par rapport à l'environnement, par rapport à tout ce qui se passe. Est-ce que il y a des choses que tu rejettes? Est-ce que tu acceptes tout juste par Alors, business ou pour être tout à fait honnête, je reçois énormément de choses chez moi, directement chez moi, sans même avoir donné mon adresse. Donc, ce qui est un peu flippant. Chaque semaine, je reçois Ah bon. une quinzaine ou une vingtaine de paquets. Alors, là, juste avant, tu vois, j'en ai reçu un là, qui est Ok, sur le lit là-bas. ok, Euh, et, et en fait, c'est des cadeaux qu'on m'offre dans l'espoir que je fasse une publication, en fait, ok. Donc on que te le j'en parle. demande pas en fait. D'accord. Alors, on me demande. Mais on va dire qu'il y a aussi 70% du temps où je reçois des trucs comme ça. Bon, bah ok. Ok. Donc ce qui m'énerve un peu, parce que je reçois la plupart de ce que je reçois, 95% des choses que je reçois ne correspondent pas du tout à mon éthique, à mes valeurs ou même à ma communauté voyage aventure. Ok. Donc je suis plutôt dans la décroissance, mais je reçois plein de trucs, donc c'est un peu chiant. Mais bon, je vais pas me plaindre, mais voilà. Et donc pour répondre à ta question, je 95% des choses qu'on me propose, je les refuse. Il faut que ça ait déjà un rapport avec le voyage ou l'aventure. Donc déjà, ça, c'est déjà limité. Et puis après, derrière, je fais des recherches, je creuse et je vois si ça va pas à l'encontre de mes valeurs. Dans l'éthique. Voilà, Ouais, ouais. dans l'éthique. Ouais. Euh, Par exemple, j'ai eu une proposition de Coca-Cola l'été dernier, qui a un très beau budget aussi, parce que bon, moi, c'est aussi mon J'imagine, ouais. métier. Parce que justement, Donc il allemand, c'est des faut, sociétés qui ont des beaux budgets, ouais. voilà. Il faut aussi que je finance mes expéditions, que je paye mon appartement à Paris. Enfin voilà. Euh, et ben même avec un très beau budget, voilà, des fois c'est compliqué de dire oui ou de dire non. Là, en l'occurrence, j'ai dit non. Je dis non à pas mal de boîtes, mais ouais, c'est ça qui est compliqué, c'est de trouver le juste milieu entre ce que tu peux accepter et ce que tu dois surtout refuser, quoi. Ouais, après on est toujours sur un peu cette tangente parce que même l'argent que l'on reçoit nous sert à quelque chose. Je pense qu'on fait des choses qui sont bonnes pour, je dirais, pour le collectif, hein, je dirais, pour le bien commun.
Donc voilà, ça nous sert aussi à financer. Et puis quelquefois, ces compagnies, ça leur permet de faire du greenwashing aussi, hein, de se dédouaner un Ah oui, petit complètement. peu en faisant des dons. Bon, donc je comprends un peu ta problématique. Parlons un petit peu de la protection animale, parce que tu as dans tes stories, tu as une partie en fait où tu as gardé dans tes stories tout ce que tu as fait dans la protection animale. Et je t'ai vu, ça m'a rappelé pas de bons souvenirs, hein. Je t'ai vu dans un élevage en fait porcin, donc avec une bête à tes pieds, quoi, en train de giser dans son purin, dans sa merde là. Tu peux nous raconter un petit peu cette expédition qui était. C'était une expédition, c'était voulu, c'était dans le cadre d'une enquête? C'était une expédition que je voulais mettre en place depuis pas mal de temps. Je l'ai mis en place avec une association d'activistes très actifs sur le terrain qui s'appelle Direct Action Everywhere, Ok. qui font un boulot formidable, qui sont très actifs aux États-Unis. Là, ils viennent de se lancer en France il y a pas longtemps. Euh, alors, moi, je voulais le tourner d'une manière où on allait visiter plusieurs élevages au hasard. C'est-à-dire que je voulais pas aller voir l'élevage le plus horrible qu'ils avaient déjà choisi auparavant. Je voulais vraiment voir de mes propres yeux ce qu'il en était, mais en prenant plein d'élevages au hasard. Ok. On a visité des élevages de poulets qui appartiennent au plus grand fast-food de France. On a visité des élevages de porcs qui appartiennent aussi à ce groupe-là. On en a visité à peu près un peu moins une dizaine à peu près. Tu les as visités officiellement? Non, pas du tout, pas du tout. Ok. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était de l'infiltration la Oui, nuit oui, à 3 heures du d'accord. matin. Ok. Ok. Ouais, parce que Euh, là-bas, tu es pas forcément invité, surtout quand tu fais partie de l'association comme ça, quoi. non, on n'est Donc, pas du tout invité. Ça peut même être un peu risqué dans certains endroits. Donc voilà, on s'est infiltré la nuit. Alors moi, ce qui m'a marqué, euh, c'est que sur tous les élevages qu'on a visités, on était en Bretagne, hein, mais on n'était pas, voilà, on était en Bretagne, là où est concentré ce genre d'élevage, ouais. qui représente 95% des élevages en France. Hein, l'élevage intensif, c'est 95%. Euh, il n'y a pas un seul élevage où il y avait des normes respectées au niveau de l'éthique, au niveau de la souffrance animale. Pas un seul sur tous ceux qu'on a visités. Et comme je te le dis, voilà, c'était vraiment des élevages pris au hasard, c'était pas des élevages ciblés. Et à chaque fois, la même horreur. Euh, Vraiment des usines en fait, des usines de mort, mais vraiment très bien planifiées. Alors dans d'autres proportions, ça m'a vraiment rappelé ce que les nazis avaient pu mettre en place, c'est-à-dire vraiment des camps sur plusieurs kilomètres où tu rentres dans la première partie et tu vas avoir des immenses truies qui font 500 kilos, qui sont au sol dans des cages, vraiment, mais dans des cages. C'est-à-dire que la Pas truie, écraser le elle est, petit, en fait, pour pas qu'elle, justement, qu'elle puisse se retourner, tout ça, en fait. Elles sont bloquées, donc. c'est ça. Donc, elle est au Terrible. sol Terrible, et ouais. tu as au-dessus d'elle peut-être ça d'espace dans une cage en fer. Et donc, elle est soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche. Et là, tu en as des milliers comme ça. Ouais. Et donc, d'un côté ou de l'autre, selon le côté à laquelle la truie a accouché, tu as à peu près une trentaine de porcelets qui sont là et qui la La traient tête. toute la journée, en fait. Ouais, Voilà, qui la tête toute la journée. Sauf qu'en fait, des fois, la truie s'est mise du mauvais côté, ce qui était le cas à peu près, j'ai compté une fois sur 10 à peu près. Et donc, tu as du côté droite la truie avec ses mamelles à l'air, et du côté gauche, une trentaine de porcelets qui sont en train de mourir ou qui sont déjà morts en décomposition parce qu'ils ne peuvent pas téter la mer. Donc ça, c'était ce que je voyais sur la quasi-majorité des élevages. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, tu as la deuxième partie où tout est automatisé, en fait. L'être humain ne vient jamais dans cet endroit, à part le jour où il vient les chercher pour les amener à ouais, l'abattoir. oui, oui, parce qu'il y a un pépin technique et tout. C'est ce qui m'avait C'est ça. choqué dans les élevages, notamment porcins. Nous aussi, on a fait des infiltrations comme ça. En fait, il n'y a personne, quoi. Tout est fermé, quoi. C'est tout automatisé, quoi. Tu vois, c'est le truc. En fait, les mecs, C'est ils ça. arrivent juste quand il faut, quoi. Voilà, c'est incroyable, quoi. Puis ils restent comme ça 6 mois dans le noir total. Et puis, Ouais. je pense que, je sais pas, si vous y êtes allé à plusieurs, vous étiez conscientisé, déjà vous vous attendiez de voir ce que vous alliez voir. Moi, c'était vraiment une grosse surprise aussi, mais je m'attendais pas à voir ce que j'ai vu. Mais je pense que quiconque le voit, le vit, peut pas manger du porc après, ou peut pas manger des poulets ou de la viande ou du cheval. Si tu vois les conditions d'élevage, Ouais. ou alors il faut pas avoir Clairement. de cœur, je pense. Tu vois, je pense qu'il y a, et même les images que l'on montre et que tu montres, il y a encore ce filtre parce que t'as pas le son, t'as pas l'odeur.
tu vois. Ouais, l'odeur. L'odeur, Et, c'est horrible. Alors en fait, l'eau- il y a à peu près 20% dans les élevages où on est allé, on a compté, il y a à peu près 20% des cochons qui mouraient avant le jour de l'abattoir. Mais vu que personne ne vient, les cochons sont toujours là pendant ouais, plusieurs semaines, plusieurs mois, en décomposition au milieu des autres cochons. Et ce que l'on a pu voir plein de fois, c'est des cochons qui deviennent complètement fous et qui mangent les cochons en décomposition. Donc il y a une odeur qui est horrible ici, mais il y a une poussière, une puanteur incroyable. Mais moi, vraiment, ce qui m'a marqué, c'est l'automatisation. Une fois que les cochons atteignent un certain poids, des trappes s'ouvrent. Et donc tu passes de l'endroit où tu es né à la deuxième salle. Ou dans la deuxième salle, vous êtes beaucoup plus. Et puis une fois que tu as atteint les 100 kilos, tu passes dans la dernière salle, la trappe s'ouvre, mais personne ne vient d'ouvrir la trappe, hein, c'est automatique. Et la trappe s'ouvre et tu vas dans la dernière salle où il y a le camion qui t'attend pour t'amener à l'abattoir. Et tu n'as pour les jamais vu la cochons. lumière du jour. Ouais. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et l'autre chose qui m'a vraiment marqué, c'était les yeux. Quand on a visité les poulets, c'était un petit peu moins, c'était horrible, pareillement, ils étaient sur le dos en train de mourir, voilà. Mais les yeux d'un poulet, bon, c'est moins expressif que les yeux d'un cochon ou les yeux Ouais. d'un cheval, ou Ouais. voilà. Ouais. Les yeux des cochons, vraiment, il y avait de la terreur et de l'incompréhension, vraiment des yeux humains qui me regardaient en me disant, mais pourquoi vous faites ça? Et ça, vraiment, ça, c'était le plus dur. C'était vraiment le plus dur. Voilà. Donc tu as été, Donc, voilà. tu as été assez actif de par ce que tu fais. Alors je vais juste couper deux, trois pas. C'est polémique, hein. Vous parlez beaucoup là sur le chat des influenceurs, influenceurs, influencés. Voilà, donc c'est dur de faire un choix, blablabla, blablabla. Ne jugez pas, mes amis, hein. Vous n'êtes pas là pour juger. Et puis je vous dis, il faut pas c'est le problème lorsque je m'exprime en France aussi. On n'a pas du tout ce souci-là, tu le sais, aux États-Unis ou au Québec, où il faut montrer pour qu'on a réussi, pour montrer qu'on a réussi, il faut montrer qu'on a de l'argent. L'argent n'est pas tabou, mes amis. C'est en France que c'est putain de tabou, d'accord? C'est bien de garder de l'argent parce que c'est bien, parce que l'argent peut nous financer en fait notre travail. Nous vivons grâce à ça. Après voilà, c'est vrai qu'il y en a qui sont vendus, mais je pense que les plus vendus, c'est ceux qu'on voit sur les médias mainstream. D'accord, où la publicité, tu la bouffes à longueur de journée. Moi, je suis pour les influenceurs, oui. Voilà, à titre personnel, bon, je vous fais pas la promotion de marque parce que je suis, voilà, je veux rester indépendant, mais il faut pas rejeter ce côté, je dirais, pécunier. Tu m'avais un peu averti, Anthony, parce que c'est généralement ce que des fois on te parle de ça, hein, beaucoup. Et donc, voilà, il ne faut pas que ce soit tabou en France. Moi, je suis très content lorsque vous achetez mes livres, vous achetez, hein, même si le revendeur prend 40%, il faut le savoir. Mais voilà, il y a de l'argent, en fait, qui nous sert à financer, à vivre notre vie. Voilà. Donc, voilà, c'est pas du tout tabou. Et puis, je suis très fier de recevoir ben, l'influenceur des voyages par excellence. Voilà, je pense que vous êtes plusieurs, mais des comme toi, il n'y en a pas beaucoup. Alors, je t'ai choisi, je ne sais pas si tu as vu sur le live tout à l'heure où on a eu des problèmes pour se connecter. Je suis allé dans ma garde-robe. Tu sais, moi, je suis un fan de t-shirt rock. Je porte que ça. D'accord. Voilà, un petit t-shirt entre 15 euros, tu vois, qui vont me durer 20 ou 30 ans quelquefois. Et là, j'en ai trouvé un. C'est un film, en fait, des années 80, parce que tu vas me parler aussi de ces animaux. Tu reconnais cette affiche, Ah, mon ami? je reconnais. Les dents de la Voilà. mer. Alors, parle-nous un peu de ça, parce que j'ai envoyé une petite story ce matin qui est sur ta page, où on te voit Ouais. comme ça, les bras accrochés donc, à une espèce de filin, et puis derrière toi, une espèce de poisson. Qu'est-ce que c'est qu'il y a Mhm. derrière toi? C'est un requin-tigre. Ok. Alors, moi, Alors, pendant des années, parle-moi des requins. Comment t'es venu cette passion-là alors c'est un peu bizarre, mais moi, pendant des années, j'étais terrorisé à l'idée d'aller dans l'eau. Puis que je suis petit, j'ai pas trop de peur, de phobie, donc c'était un peu terrible pour ma mère. Par contre, les lacs, la mer, j'étais terrorisé à cause justement de Steven Spielberg, qui est pour moi un cinéaste incroyable. J'ai vu tous ses films quand j'étais gamin, et du coup, j'ai eu cette phobie des requins depuis l'enfance. C'est-à-dire que même quand j'allais dans un lac, je n'allais pas à plus de 10 mètres parce que je me disais, il y a un requin en fait. Et ça fait partie du processus de changement où je me suis dit, toutes les choses qui me font peur, je vais les faire. Donc, l'endroit où j'étais terrorisé, j'avais même pas nagé dans un lac, tu vois, genre lac de Ah Genève, ouais? j'y allais pas, parce que je me disais, il y a un requin. Et je me suis dit, allez, stop, on emmerde tout ça. Tu vas en Afrique du Sud à Gans Bay, qui est genre la mecque des requins, c'est-à-dire Ok. que c'est là où il y a le plus de grands requins blancs au monde au mètre carré, et tu vas aller nager là-bas.
Donc, je te laisse imaginer la transition, quand même, qui était très Ouais, difficile. c'est Pour passer brutal, c'est brutal. Mais en tout cas, c'était efficace. C'était efficace puisque la première plongée, c'était en 2009 et depuis, j'ai plongé avec des centaines, voire des milliers de requins à travers le monde, notamment en Afrique du Sud. Donc voilà. Cette photo, l'idée de cette photo, c'était de montrer qu'en fait, euh, le requin tue malencontreusement à peu près 5 personnes par an, 5 humains par an. Alors la plupart du temps, quand c'est des requins blancs, c'est par mégarde, c'est-à-dire qu'il va te prendre pour un autre animal, pour un phoque la plupart du temps, et le grand requin blanc va venir, il va te croquer, bon, avec sa mâchoire, il te coupe en deux, ou il t'arrache un membre, et malheureusement tu meurs, mais il va pas te dévorer. C'est un peu différent avec les requins bulldogs et les requins tigres, qui sont un peu plus agressifs, mais l'idée c'était de montrer que le requin tue 5 personnes par an, et pendant ce temps-là, nous on en tue 100 millions par an. On tue Euh, 100 millions de requins par an. 100 millions de requins par an. C'est l'un des plus grands génocides qui existent, animal. Mais c'est c'est la pêche, en fait, qui. Alors, il y a la pêche, les filets, mais la principale exportation, c'est pour les Chinois qui font des soupes d'ailerons. Des soupes d'ailerons de requins en Asie, Ok. particulièrement, mais surtout Pourquoi en Asie. l'aileron de requin est réputé pour avoir certaines vertus? C'est toujours la même chose. C'est comme avec la corne de rhinocéros, avec les défenses d'éléphants. C'est tout est rapporté à l'aquan. Des Au vertus sexe. aphrodisiaques, Ah, ok. voilà. Donc après, Ok. moi je suis dans une optique où j'essaie de jamais juger, tu vois, même par rapport aux cochons, même par Oui, rapport, oui, oui. j'essaie Je suis pareil que de me toi. mettre Je à suis la comme place toi. me mettre à la place des gens pour comprendre. Tu vois, si depuis que tu es petit, la médecine traditionnelle chinoise te dit que si tu manges un aileron de requin, bah, tu vas bander. Bon, bah voilà, on peut expliquer à la personne, mais on peut pas la juger. Donc voilà, l'idée c'était de montrer que c'est pas parce que tu vas être dans l'eau que le requin il va venir, il va t'attaquer, il va te dévorer et c'est fini. Non, moi j'ai nagé plein de fois en dehors des cages, j'ai nagé plein de fois, bah, comme sur la photo, avec des requins et il se passe rien en fait. Il se passe rien si si t'es Mais pas la agité, si première t'as pas. fois, raconte-moi la première fois. Je suis sûr que tu as flippé quand même. Que Alors Alors, on nous la dit que première, c'est vrai que Spielberg, par rapport à une certaine génération, il a fait de nous des ouais. personnes qui ont peur de l'eau. Ouais, c'était mon cas aussi. Mais raconte-moi cette première fois où tu t'es Alors la trouvé première face fois à. c'était horrible. Horrible parce que pourquoi Gans Bay, c'est en Afrique du Sud, c'est donc tout au sud, au sud, au sud, donc l'hémisphère sud, donc tout au nord. L'eau est gelée. On est pas loin du Cap de Bonne-Espérance, donc voilà, ça bouge Ok. énormément. Tu prends le bateau de nuit à 5 heures du mat et tu arrives pour le lever du soleil sur la place. J'étais avec un couple de Chiliens, je me rappellerai, ça m'a marqué, un couple Ouais. de pêcheurs chiliens. Donc des mecs, des pêcheurs, quoi. Donc le bateau, tout ça, ils connaissent. Ouais. Et on met la combinaison, hop, ça bouge, c'est un enfer. Et on prépare la soupe, donc la soupe avec un peu de tête de poisson, un peu de choses comme ça. Et on met cette soupe dans l'eau. Et 3 secondes après, les requins qui arrivent, les ailerons directs, des Wow. monstres. Enfin, Wow. physiquement énormes, énormissimes, vraiment des monstres. Et, euh, et là, le mec, il dit, bon, bah allez, on y va. Alors là, tu lui dis, tonton, non, non, Mais, on n'y va pas, on se calme, tu me ramènes à l'hôtel, là. mais Et en tu fait, posais pas dans des cages? Il n'y avait pas des cages? si, là, c'est dans une cage. Là, pour la première Ah fois, là, c'est dans une c'était dans cage. une Ouais, ouais. cage, d'accord. Même dans la cage, tu voulais pas y aller alors. C'est ça. Ouais, attends, il est 5 heures du mat, il fait 8 degrés, l'eau, elle est gelée. Ouais, mais tu es un Et le truc, aventurier quand c'est même. qu'en fait, on y va, je vais dans la cage avec le couple de Chiliens, et on arrive dans l'eau, et là, la femme du pêcheuse commence à vomir. Donc je me dis, waouh, mal de mer, peur, ou je sais pas. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça excite les requins encore plus, Ah ouais. et, et on commence à avoir 3 grands requins blancs autour de la cage. Enfin, c'était, ouais, pour une première plongée, c'était assez rigolo, quoi. Il y avait un peu tout. Et ce qui est impressionnant, c'est quand tu es sous l'eau, c'est de voir la puissance de l'animal. C'est-à-dire que Tu quand il ressens cette nage, puissance quand tu ah, l'as tu la en face ressens. de toi. Ok. C'est incroyable. La vitesse, donc l'eau n'est pas forcément très claire, et tu vois à peu près à 3 4 mètres, et tu vois une ombre tout d'un coup qui arrive, et en une seconde, elle est sur la cage. Ça, c'est très impressionnant. Mais ce qui est impressionnant, c'est, voilà, comme je disais, la puissance, c'est-à-dire que quand il nage, il déplace de l'eau en dessous, et toi, dans la cage, tu ressens, tu es ballotté dans la cage. Juste avec un coup de queue, tu sens la puissance de l'animal. Donc, non, magnifique, incroyable, une expérience incroyable, et je suis automatiquement tombé amoureux de cet animal. Donc, je le respectais encore plus, parce que j'ai vu effectivement sa puissance, sa rapidité, mais j'ai une certaine fascination qui a fait que j'avais envie de replonger avec eux, encore et encore.
Ok. Voilà. Ok. Et donc tu as Voilà comment plongé maintenant de nombreuses fois donc avec les requins, je passe dans pas mal de pays. Est-ce que tu sais, nous on va se rendre sans doute au Cape Cod là, le mois prochain. Au Cape Cod, tu sais, bah, c'est là en fait où ils ont tourné, je crois, les Dents de la Mer. Ah oui? Ok. Et le Cape Cod, apparemment, il y a un point aussi par rapport aux requins. Donc D'accord. je ne sais pas si tu connais cette région, toi, des États-Unis? Non, le Cape Cod, je connais pas très bien. Tu sais quel genre de requin c'est? Écoute, on va se renseigner, je te parlerai de ça, je te tiendrai au courant. Moi, c'est un des rêves de Valérie, donc là, quand tu as parlé de ça, elle a une peur très forte des requins. Peut-être on en racontera dans son live, mais parce qu'elle avait vécu à La Réunion, elle a vécu à La Réunion, et puis un jour, elle est tombée Ouais. face à face avec un La tigre. Réunion, c'est. Voilà. Et puis voilà, c'est lui est resté, donc elle le veut absolument, parce qu'elle est amoureuse en fait ouais, de ces êtres quand même exceptionnels, quoi. Ouais. Et pour en revenir au voyage, tu le dis dans ton blog, il ne faut pas forcément avoir beaucoup d'argent pour partir dans des destinations lointaines. Et on Ouais. peut voyager comme ça à moindre frais. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, alors ça, c'est quelque chose qui revient souvent. On pense souvent que je suis milliardaire ou que j'ai beaucoup d'argent. C'est absolument pas le cas. Euh, Moi, la plupart de mes voyages, je les ai faits à pied ou en stop dans un premier temps. Alors maintenant, j'ai la chance qu'on me propose des fois, des compagnies aériennes me proposent des billets d'avion. Euh, alors j'essaie dans la majorité des cas de prendre le train, si c'est possible. Traverser l'océan, c'est pas possible. Euh, mais non, il faut pas nécessairement avoir beaucoup d'argent. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'il y a 20 ans. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai pris l'avion, c'était en 91. Euh, et je me rappelle qu'on avait payé l'équivalent en francs. Ouais, ça ferait 1200 € aujourd'hui pour aller juste au Baléares, qui est à côté de l'Espagne. C'était 1200 €. Aujourd'hui, tu peux aller partout pour 10 balles, 20 balles, 30 balles. Tu peux Ouais, aller surtout qu'il y a, quasiment partout. il y a des sites aujourd'hui, des sites sur des ventes enfin, au dernier moment, c'est ça, des ventes flash, En fait, c'est il faut pour- savoir bien s'y prendre. Il faut savoir s'y prendre un peu en avance. Il faut savoir faire des comparaisons. Et maintenant, tu peux aller aux États-Unis pour 300 €. 300 €, faut pas être fortuné pour aller aux États-Unis pour 300 €. Après, sur place, il y a des techniques. Tu te déplaces, tu prends les transports en commun. Moi, je fais du stop. Alors après, c'est plus ou moins facile selon les personnes. Tu peux faire des bivouacs, tu peux dormir dehors ou tu peux dormir dans des auberges de jeunesse. Les auberges de jeunesse, c'est entre 5 et 15 balles autour du monde. Donc, tu peux faire un tour du monde sans être forcément milliardaire. Surtout Vraiment. si Il y a tu même. évites comme ça les pays touristiques ou si tu évites les vacances comme ça qui sont, voilà, qui sont aujourd'hui communes, hein, les destinations, tu vois, où tout le monde va et qui sont très très touristiques. Toi, quand même, tu mets en avant, enfin, des endroits ou même des pays hein, qui ont pas ce côté, je dirais, touristique, mais si tu vas vraiment à la découverte, quoi, de l'essence même. Bah, là, par exemple, il y a quelques mois, j'étais au Panama. Je me rappelle, j'ai payé 319 € mon billet d'avion Paris-Panama City, aller-retour. Donc, ce qui est relativement peu cher. Hein, voilà. Je suis arrivé au Panama et ensuite, je me suis déplacé à travers le Panama, le Costa Rica et le Nicaragua en stop ou en transport en commun. Je suis revenu en France, j'avais dépensé moins de 800 €. Donc, et je suis resté près de 2 mois. Donc, Ok. Et tu sais vivre avec peu aussi. Tu sais, voilà. c'est ça, c'est ça. Après, je me prive pas, je me prive pas. Tu peux manger très bien, mais il faut aller au marché local, il faut sortir un peu des grandes zones touristiques, il faut savoir discuter avec les gens surtout. Moi, toutes les choses qui me sont arrivées autour du monde, c'est en discutant avec les gens que j'ai pu rencontrer des gens qui m'ont invité chez eux et on a gravé des souvenirs incroyables, inoubliables. J'ai fait des rencontres incroyables. Euh, en 2014, quand j'avais traversé l'Amérique du Sud, j'avais atterri à Rio de Janeiro. Et le premier soir, j'étais pas allé sur Copacabana, sur Ipanema, tous les endroits, Liblon, comme ça, hyper touristique. J'étais allé dans une espèce de petite favela, enfin, en bas d'une favela, et j'avais commencé à parler aux gens. Voilà. Alors, avec mon brésilien, mon portugais aléatoire, et eux avec leur anglais aléatoire. Et c'est comme ça, en fait, que tu fais des rencontres incroyables. Et le soir même, je me retrouve à parler football et aller jouer sur la plage avec ce qui me semble être bon, bah, peut-être un membre d'un gang ou quelque chose comme ça, mais ma foi, fort sympa. Et on joue au foot, et à la fin, il me dit, mais tu dors où, toi?
Je dis, bah, moi, je sais pas, j'étais dans une auberge de jeunesse, mais pourquoi pas, moi, j'aime bien rencontrer des gens. Et le mec m'invite, et en fait, je me suis rendu compte que c'était le chef de l'une des plus grosses favelas de Rio. Il m'a invité chez lui, et je suis resté près d'une semaine chez lui. Alors, il y avait des gardes armés, il y avait, enfin, c'était un film. Mais Ah tu vois, ouais? c'est ce genre de rencontre que tu ferais jamais Ouais. Ouais. si tu parlais pas aux gens. Ouais. Et, et quelques semaines après, je me retrouve en Uruguay, et là, il m'arrive quelque chose qui est complètement différent. Donc, pareil, je parle à un couple assez âgé, sur la plage, je suis en train de manger, je parle avec eux, on parle. Et puis, pareil, ils me disent, bah, viens dormir chez nous, tu vois. Donc, moi, j'y vais, et je dis, bah, super, je vais rencontrer des gens, ils vont me raconter leur histoire. Et puis, j'arrive dans un espèce de château, donc vraiment une demeure incroyable. Et je commence à parler avec eux. Et puis, en fait, eux, ils étaient pas vraiment locaux, ils étaient plutôt blonds aux yeux bleus. Et je me dis, bon, ok, d'accord. Puis, je commence à voir des tableaux un peu sur les murs. Et en fait, je me rends compte que leur grand-père, sur les photos, il y a quand même des beaux uniformes nazis. Voilà, des trucs un peu bizarres. Ouais. Euh, et puis, voilà, en parlant avec eux, en fait, je me rends compte que c'est. Alors, la femme était une comtesse autrichienne. En fait, c'était d'anciens nazis, hein, voilà, clairement, qui avaient fui l'Europe pour se réfugier en Uruguay et qui vivaient maintenant en Uruguay, voilà, un peu caché, enfin pas vraiment caché, mais Ouais, il n'y a pas voilà. d'extradition en Uruguay, c'est ça? C'est pour ça C'est que. ça, exactement. Du coup, tu vois, des rencontres de genre de personnes que tu rencontrerais jamais si Ouais, tu restais comment en tu as tout cas. réagi? Comment tu as réagi lorsque tu as découvert ça et leur passé? C'était très compliqué. C'était très très compliqué. Alors, Que- Est-ce que tu en as je vais parlé? pas. Est-ce que tu en as parlé? Non, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé. Elle m'a dit clairement qu'ils avaient fui l'Europe, mais ils sont pas rentrés dans les détails. Voilà. Après, j'ai compris. Ils ont compris que j'avais compris. Je me suis dit pendant quelques minutes, est-ce qu'ils vont pas me zigouiller? Bon, non, ils ont 85 ans, ça devrait aller. Euh, mais Tu as des préjugés, tu as des préjugés. Il ne faut pas avoir de préjugés. Les gens ont changé, tu ah ouais. vois. C'était juste voilà, des reliques. Oui, Tu sais, moi, j'adore Motorhead. J'adore Lemmy. Et Lemmy, en fait, est un grand collectionneur de la Deuxième Guerre mondiale. Et il a des reliques d'accord. aussi, tu vois, de ça. Ouais. Souvent, il a dit c'était un nazi et tout, parce qu'en plus, il avait les casquettes, les trucs. Donc, et pas du tout, quoi. Pas du tout. Quand tu connais le personnage, que tu lis ses écrits, non, pas du tout. Mais le gars, en fait, c'est un collectionneur. Il adore tout ce qui se rapporte à la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai que tout ce qui est allemand, ben, voilà, ça a quand même de sacrée importance, tu vois. Donc, mais bon, peut-être que, ben, lui, il a pas fui, par contre. Il a pas vécu cette période-là. Il Ah, était pas autrichien, tu moi, vois. c'était très mitigé quand même. Moi, c'était très, très mitigé. Mon grand-père était un grand héros de la Seconde Guerre mondiale, de la résistance française. Donc, j'ai ces valeurs en moi. Voilà, d'ailleurs, j'ai un C'est bien. tatouage de la résistance française sur le bras, là. Ok, montre-nous. Donc, ouais, Je vois pas. hop, Montre-nous. hop là. Je sais pas si on va bien voir. C'est le petit triangle rouge. Ah, ok. Euh, Ah, ok. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs Oui. avaient une croix jaune dans les camps de Ouais. concentration, les Ouais. homosexuels avaient le rose, et les résistants, les opposants politiques avaient un petit triangle rouge. Ah bon, Du ok. coup, Bon, voilà, je moi vois je me suis fait ce quelque chose. tatouage. Merci beaucoup. Merci Ah, je t'en beaucoup. prie. Écoute, j'ai beaucoup de beaux commentaires sur ce live, voilà, qui est passionnant. Il y a une personne qui me demande combien de Ouais. langues tu parles. Est-ce que tu es doué en langue? Alors, j'aime beaucoup les langues, et forcément, sur place, bah, tu apprends. Tu apprends, donc en plus, si tu rencontres des gens, voilà, si tu rencontres des filles, tu apprends encore plus rapidement. Mais oui, je parle bien 4 langues à peu près. Puis après, je peux en baragouiner, on va dire, 3 autres de plus à peu près. Le plus important pour toi pour voyager, c'est quand même de maîtriser un minimum l'anglais, je suppose? Hum, oui, maîtriser un minimum l'anglais, c'est important. Après, je dirais que c'est pas nécessaire. Pour moi, vraiment, ça, c'est une philosophie que j'ai pu apprendre en Asie, notamment au Népal. Le sourire, en Inde aussi. Le sourire, c'est dingue. C'est un pouvoir qui est absolument incroyable. Euh, Essayez à Paris. Alors moi, je le fais à Paris. Ça m'amuse vraiment. Dans le métro, vous allez sourire à quelqu'un. Ouais. Donc au début, la personne va vous prendre pour un taré. Voilà. Ah, mais à Paris, c'est très compliqué. Mais c'est quelque chose de très contagieux. Tu souris à quelqu'un et après tu sors du métro et en fait, tu vois vraiment que ça a un effet. Et durant mes voyages, moi, je vais voir les gens et je leur souris. Alors, je m'en fous. Il y en a peut-être 20% qui me prennent pour un fou, un taré, un psychopathe. Mais les autres, ils vont me sourire et ça permet de parler. Voilà.
Et donc ça, c'est vraiment un pouvoir qui est très, très important. Je m'en suis rendu compte quand j'ai vécu avec une tribu ancestrale dans le nord de la Namibie, à la frontière avec l'Angola. J'ai vécu plusieurs semaines avec une tribu qu'on appelle les Zimba, qui est l'un des trois peuples dans le monde qui n'a jamais évolué, entre parenthèses, parce qu'ils sont très évolués pour moi. Donc on en retrouve au cœur de l'Amazonie, on en retrouve en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et les troisièmes, c'est ce peuple-là, les Zimba, qui ne parlent aucun dialecte qu'on pourrait comprendre. C'est-à-dire que c'est une langue une langue des clics. Voilà, ça Ah oui, correspond à oui, peu oui, près à oui, ça. ok, ok. C'est que du clic, d'accord. Il n'y a pas de Voilà, mots, en la fait. tombe, la clique tombe, ouais. Et du coup, moi, Ok. j'ai vécu avec eux et bah, du coup, on communiquait pas, puisque, enfin, on communiquait énormément, mais on communiquait pas par la parole. C'est-à-dire que même le moindre geste, genre super ou j'ai soif ou manger, me regardait, il me disait mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Ah C'est quoi ouais? ça? Donc, Ok, ah ok. ouais, Pas du tout le donc langage. Ok. ah, du tout, aucun moyen de communiquer, si ce n'est par le regard, par le sourire, par la bienveillance euh, ou par des dessins. On faisait beaucoup de dessins au sol. Et cette expérience m'a vraiment beaucoup, beaucoup appris sur la relation de l'être humain sans la parole. C'est vraiment quelque chose d'hyper important. Je pense que beaucoup de choses passent par les yeux, passent par le sourire, passent par l'expression du visage. C'est Vraiment. communicatif aussi, c'est vraiment communicatif. Je te rejoins. Il y a 10 jours, j'étais sur Paris, j'ai un peu fait l'expérience. Je m'attendais à voir quand même une ambiance un petit peu anxiogène par rapport aux derniers événements, par rapport à l'action des Gilets jaunes. Ben, on va en parler de l'action que tu as menée vendredi dernier. Là. Tu es assez impliqué aussi voilà, dans ces actions-là. Et j'ai trouvé autour de moi, je souriais, j'étais bien, quoi. Tu vois, j'étais très positif. Là, je suis dans une bonne période. Tu vois, j'étais au des balles, c'est une bonne période. Et puis, c'est vrai que les sourires sont communicatifs. J'ai trouvé les gens ben, apaisés, souriants aussi. Donc, tu peux voir aussi de belles choses. Je pense que ce que tu dégages, et tu l'as vécu peut-être avec cette tribu, ne serait-ce que par ton attitude, ce que tu dégages à travers ton regard et cette chose qu'on n'arrive pas à, nous, en fait, je pense occidentaux, qu'on n'arrive plus à ressentir, tu vois. Ouais. Ces énergies, je pense que tu as été vraiment très proche de ces énergies-là dans les tribus, justement, où tout est brut, comme ça. Exactement. Ouais. Est-ce que tu peux me parler alors de cette action qu'est-ce que tu penses de tous ces mouvements sociaux en France actuellement, toi qui est vraiment un globe-trotteur, hein, qui n'a pas de point d'ancrage, bon, hormis sur Paris, parce qu'il faut bien qu'on t'envoie les paquets cadeaux, hein, il faut bien qu'on te les envoie quelque part, donc tu as une adresse. Donc, mais bon, tu te balades beaucoup autour du monde. Tu nous as dit, tu as visité plus de 95, 98 pays. 98 pays, ouais, j'aimerais bien passer les 100 98 durant les pays. prochains mois. Donne-moi un petit peu ton retour, sans forcément aller sur la politique ou quoi, mais ton retour sur ce qui se passe au niveau sociétal en France. Moi, alors, en voyageant, il y a quelque chose qui me semble international et que je constate beaucoup, c'est l'augmentation des injustices sociales entre les personnes les plus fortunées et les personnes les moins fortunées. Le pays où je vais, par exemple, dans 10 jours, en Namibie, euh, il y a des gens qui vivent avec 10 centimes par jour et d'autres qui vivent avec des milliards. Et, et c'est cette injustice sociale, cette injustice, ouais, cette injustice sociétale qui fait qu'il y ait autant de mouvements de contestation, autant de mouvements de montée des populismes, autant de haine, une haine que moi-même j'ai pu ressentir et que je ressens toujours euh, quand j'étais gamin. Moi, j'ai grandi dans une cité où, voilà, un milieu très défavorisé et j'avais ce sentiment d'injustice en permanence. Et le mouvement des Gilets jaunes, je pense qu'avant tout, c'est un sentiment d'injustice que chaque Français n'est pas traité à la même enseigne. Voilà, c'est Toi qui étais dans ce monde politique à l'Assemblée nationale notamment, est-ce que tu penses sincèrement qu'il peut y avoir une solution politique avec les cartes telles qu'elles sont distribuées aujourd'hui, les différents partis? Est-ce que tu penses que le changement va venir du vote, je dirais, républicain? une question qui est très compliquée. Parce que moi, j'ai basé mes études, j'ai basé mon développement personnel
sur cet espoir, en fait, sur cette espérance que ce qu'on faisait, que ce que je voyais, ce que les gens qui, parce que les politiciens, c'est quand même des gens qui au départ ont des valeurs pour faire changer les choses, qui ont un amour de la France, qui ont un amour des concitoyens. Euh, Ça, c'est quelque chose qu'on semble oublier assez souvent. Pas tout. Politicien, tu peux gagner bien ta vie, mais c'est pas Je non pense plus. que pas tous sont amoureux de la France, hein. Excuse-moi, mais Non, c'est sûr, pas tous. Mais au départ, on part avec comme ils partent quand même avec des valeurs de aller faire changer les choses. Après, c'est vrai que le pouvoir est très attractif, mais c'est quelque mais, chose qui se casse en fait au fur et à mesure. mais toi, Les premiers mandats, tu as touché du doigt l'importance des lobbies, tu as touché du doigt, je dirais, ouais, la finance aujourd'hui qui a mis la main sur nos vies, puisqu'elle maîtrise tout, quoi. Tout part de la finance, quoi. Donc je ouais, pense c'est que sûr. tu es conscient de ces problèmes-là. Écoute, on va pas développer, je voudrais pas voilà, Non, mais ce changer que je voulais dire, de c'est que sujet pour. Oui. moi, je suis vraiment parti avec cet espoir en fait que la politique puisse faire changer les choses. Et je me suis rendu compte, et plus je vieillis, plus je me suis rendu compte que c'était utopique. Et que malheureusement, les lobbies, la finance et l'argent, ça semble un peu généraliste ce que je te dis, mais de mon expérience et de ce que j'ai pu vivre sur le terrain, ça passera toujours avant tout. Et donc pour répondre à ta question, le vote, je suis pas sûr que ça soit forcément la chose importante. Je pense que ce qui est important, c'est la désobéissance civile, c'est l'action citoyenne. Un petit peu comme ce que j'ai pu faire la semaine dernière. Je pense que c'est par ces mouvements-là qui au cours de l'histoire ont fait changer beaucoup de choses. Je pense que c'est par ces mobilisations qu'on pourra faire changer les choses. Tu veux parler de ce que tu as fait la semaine dernière ou Oui, on peut en parler brièvement. On a organisé, ça faisait plusieurs mois qu'on travaillait pour organiser avec plusieurs associations, donc Greenpeace, Extinction Rebellion et plusieurs associations, organiser le plus grand mouvement de désobéissance civile en France de l'histoire. Et donc du coup, avec 2500 activistes, mais activistes, enfin des gens qui ont un métier, qui ont des enfants, il y avait des boulangers, il y avait de tout quoi en fait. On est parti à la défense pour bloquer quatre tours, quatre grandes tours bloquées pendant 24 heures, qui sont pour nous des symboles. Donc il y avait EDF, Total, la Société Générale et le ministère de la Transition écologique. Euh, pour marquer le coup, donc l'idée c'était vraiment de faire quelque chose sans violence. C'est la base de la désobéissance civile, c'est sans violence dans un premier temps. Enfin moi c'est ce que je pense, mais pour l'instant c'est sans violence. Euh, et voilà, bloqué Total qui est Total, bloqué EDF qui est dans les 20 plus grosses entreprises émettrices de CO2 dans le monde, bloqué Société Générale qui est la banque qui finance toute l'exploitation du charbon en Allemagne. Voilà, c'était des choses symboliques et ça s'est génialement passé. Ça s'est vraiment très très bien passé. ouais, Euh, tu ce as une qui, belle couverture, tu m'as dit que tu avais une belle couverture médiatique on a eu aussi. une belle couverture Est-ce que tu es médiatique. il nous reste 2 minutes pour conclure voilà, Ok. désolé, j'ai pas pu prendre beaucoup de questions. Je t'avais averti que ça allait passer très très vite parce que je pense qu'on fera d'autres interventions tous les deux. Je pense qu'il y a d'autres choses à développer. Et donc tu as une belle couverture médiatique. Est-ce que tu n'es pas quand même démoralisé par l'espèce d'immobilisme qu'il y a autour de nous quand même? Au niveau de la masse, cette masse en fait qui va voter, cette masse qui va prendre des Je, suis- décisions. je suis complètement démoralisé, même si je vois les choses changer. Mais ce qui me démoralise, c'est que enfin, ça me rend triste de savoir que moi-même, j'ai passé un cap où j'ai l'impression qu'on ne pourra pas changer les choses. Et ça me bouleverse. Parce que ça fait plus de 30 ans que je me bats pour que les choses changent. Et en fait, là, je suis en train de me dire que ça va être très compliqué. Euh, Cet été, j'avais lancé une collecte de bouteilles en plastique. J'ai demandé à tous mes abonnés de ramasser des bouteilles en plastique sur leur lieu de vacances. Et durant tout le mois d'août, on a collecté 2800 kilos. Voilà, c'est pas non plus un truc de dingue, mais ce qui est quand même cool, tu vois, près de Ouais, 3 tonnes. Et en fait, quand tu sais que dans l'océan, chaque seconde, il y a 2 tonnes de plastique qui est rejeté, ben, je me dis que ouais, c'est ce que ouais. C'est quand tu connais, puis tu connais sûrement les données des collapsologues, hein, je pense que tu as étudié aussi ce domaine-là. On n'a pas parlé de l'eau, des ressources en eau. Écoute, je te propose que tu reviennes si ça te dit, hein. Je sais que là, tu vas ouais, venir dans le sud. Tu vas venir dans le sud, je tu veux viens nous parler demain. de. Voilà, tu Je vas viens donc demain dans le visiter sud. un endroit où tu vas rester en recueillement pendant quelques jours, c'est ça? C'est ça. J'essaie Et de prendre
2 fois par an une petite semaine où je déconnecte des réseaux sociaux, je déconnecte de tout ça pour Noël et puis là pour mon anniversaire la semaine prochaine. Et donc du coup, je vais dans un gîte qui s'appelle le Payanais d'ailleurs, voilà, où je vais aller faire de la méditation, faire du sport, voilà, me poser un petit peu loin de tout ça, quoi. On va se contacter, on va essayer de se voir.